Bonsoir, bienvenue. Je m'appelle Anne Hulpa et je suis co-directrice de l'École française de yoga. Donc, je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont ici rue Aubriot, donc siège de l'EFI, l'École française de yoga, mais aussi de la Fédération nationale des enseignants de yoga, la FNE. Je souhaite également la bienvenue à toutes les personnes qui sont en visio, qui sont nombreuses. Donc, je vous remercie vraiment vivement, vous qui êtes ici et vous qui êtes à distance. Ce soir, je suis vraiment très heureuse de recevoir Vanessa Dougnac, qui est journaliste et qui a écrit un livre qui s'appelle Jungle, mon Odyssée en Inde, aux éditions Les Équateurs. C'est un livre qui a paru il y a quelques mois seulement. Et cette fois-ci, il s'agit d'une Inde aimée par vous, Vanessa. Donc, on pourrait dire aussi que c'est une Inde de l'intime, mais c'est aussi l'Inde d'aujourd'hui et une Inde d'aujourd'hui, c'est-à-dire de maintenant et puis de quelques années en arrière, de quelques décennies en arrière. C'est une Inde politique, sociale, économique, avec à sa tête un gouvernement nationaliste incarné par Narendra Modi. Je le signale d'ores et déjà parce que cela a eu un impact direct sur votre existence, votre parcours. Vous nous le raconterez, mais vous nous raconterez aussi, si vous le voulez bien, ce que c'est que d'être journaliste, d'avoir été et d'être journaliste en Inde il y a quelques années et aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs par là que je voudrais commencer, Vanessa. Il se trouve que vous êtes allée en Inde une première fois. Il me semble que vous m'avez raconté que vous deviez rester 2 mois et que vous êtes resté 1 an. Voilà. Et puis, vous avez dû rentrer en France. Et comme vous me l'avez dit, vous avez dû rentrer à reculons. Et pour montrer à quel point vous aviez du mal à rentrer, vous avez fait à l'époque Delhi-Bordeaux en scooter. Donc, ce qui vous a pris 2 mois et demi. Je vous ai posé la question, j'étais très intriguée. Et irrésistiblement attiré par ce pays, vous y êtes retourné. J'imagine que cette fois-ci, vous avez dû prendre l'avion. Voilà. Et vous êtes devenue correspondante de plusieurs journaux français, belges et suisses. Donc, j'avais envie de vous donner enfin la parole pour vous demander, Vanessa, comment vous êtes devenue journaliste, parce que je crois que déjà votre parcours pour devenir journaliste est un petit peu atypique. Il est un petit peu atypique dans le sens que j'ai pas fait d'école de journalisme, effectivement. Donc, quand je pars en Inde, je suis encore étudiante, j'ai 27 ans et je fais un stage à l'Alliance française de Delhi. Donc, c'est un petit peu comme ça que ma rencontre avec l'Inde s'est passée. Et donc, je suis en doctorat de littérature comparée. À ce moment-là, je fais une thèse sur Georges Bernanos et Graham Greene. Mais en fait, en découvrant l'Inde, je vais abandonner vraiment la fac et les bouquins et la bibliothèque, alors que j'adorais, les livres, c'était ma vie avant. Mais tout d'un coup, la réalité de ce sous-continent, les aventures que je découvre, la possibilité de voyager facilement, la première année, j'ai voyagé, je pense, au Bangladesh, au Népal. Il y a Claire qui est venue me voir ce soir, qui était stagiaire avec moi à l'Alliance française il y a 25 ans. Donc, je suis vraiment heureuse de te revoir. Donc, on était toutes les deux les stagiaires de l'Alliance. Et puis, voilà, donc vraiment, j'abandonne mes études de lettres après ça pour rentrer dans le journalisme. Mais ça se fait assez naturellement aussi parce que tout autour de moi, j'ai beaucoup d'amis journalistes. Donc, je reviens en Inde, j'épouse un Indien.
et tout mon environnement autour, ce sont beaucoup de journalistes indiens. Je sais pas pourquoi en fait, mais donc mon mari à l'époque est photographe aussi, donc on fait une petite agence de photos. Et puis un jour j'ai eu le courage d'écrire à des journaux en France, en Suisse, en Belgique. Je me disais qu'il y avait, je sais pas pourquoi, il y a 12% de réussite. Si j'envoie 100 lettres, il y aura 12 journaux peut-être qui seront intéressés. Et je ne sais pas pourquoi je pensais ça, mais du coup, j'ai eu quelques journaux qui ont accepté de commencer à travailler avec moi. Ils m'ont dit, bah, écoutez, on fait un premier article, si ça va, on continuera. Et je crois que j'en ai gardé beaucoup parmi ces premiers journaux. Il y avait déjà peut-être La Croix. Il y avait un journal suisse. Ensuite, j'ai travaillé pour Le Temps. Mhm. Plus tard, j'ai eu le journal belge Le Soir et Le Point aussi. Donc voilà, j'avais ce petit package de journaux avec lesquels je travaille. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le journalisme de fil en aiguille. C'était en quelle année quand vous commencez à écrire les premiers articles sur l'Inde? Je pense que c'est 2001-2002. Je me souviens qu'il y a les pogroms anti-musulmans en février 2002. Et là, juste après, je commence à travailler. Donc, j'y vais pas en reportage, parce que je suis encore trop junior, mais juste les mois suivants, ça y est, ça commence vraiment. Mhm. Alors, justement, vous vous lancez dans ce métier vous avez précisé, sans faire d'école de journalisme, donc vous êtes formé un peu sur le terrain. Vous m'avez dit que vous aviez côtoyé des journalistes indiens à l'époque. Alors, effectivement, après, j'avais le rêve un peu naïf de vouloir écrire et voyager, ce qu'il faut absolument pas dire quand on veut être journaliste, parce que c'est évidemment un peu trop romantique, mais j'avoue que c'était ma motivation et celle que j'ai gardée aussi toujours d'une certaine manière. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce qui s'est passé, c'est que j'ai été, entre guillemets, j'ai l'impression d'avoir été un peu formée par mes confrères indiens puisqu'il y avait beaucoup de... À ce moment-là, le journalisme est vraiment en ébullition, c'est le début des années 2000. Il y a plein de nouvelles revues qui se créent. Vraiment, il y a un dynamisme dans la presse indienne qui est incroyable. Tout le monde lit le journal quand même en hindi ou dans d'autres langues. Enfin, moi, j'habitais à Delhi. Et donc, il y a l'idée... c'est une époque où il va y avoir des lois comme la loi pour la transparence, des choses comme ça que la presse peut permettre de lutter contre la corruption. Donc, il y a beaucoup de revues qui vont essayer de dénoncer des scandales. Voilà, il y a vraiment un enthousiasme autour du journalisme à ce moment-là. Donc, moi, je vais fréquenter mes confrères indiens, souvent des journalistes aussi un peu plus expérimentés. Et donc, j'ai ce souvenir de passer beaucoup de soirées à discuter de politique, de journalisme. Donc, c'est un petit peu comme ça que je vais apprendre, je vais avoir leurs conseils et aussi mettre à l'épreuve des idées de reportage avec eux. C'est un petit peu comme ça que je suis rentrée dans le journalisme. D'accord. Et justement, quand vous commencez, puis avec les années, comment vous choisissez vos sujets? C'est-à-dire, quels sont les sujets qui vous intéressent? Est-ce que ça coïncide avec ce qui peut intéresser les médias français ou comment ça se passe à ce moment-là? En fait, c'est un petit peu un mélange parce que d'une part, moi, il faut que je fasse mon job, donc Hmm. que je propose à mes journaux des sujets qui les intéressent. Donc, je ne fais pas non plus voilà, ce qui me plaît. J'essaye de répondre aux attentes des rédactions occidentales françaises Hmm. qui ont un certain prisme aussi sur l'Inde. Les sujets, après, je développe quand même une envie très vite de long format narratif. Ça, j'ai toujours aimé ça. Et plus petit à petit, mes journaux vont avoir un peu plus confiance en moi. Ils vont me laisser souvent une page entière dans les quotidiens ou plusieurs pages dans les autres formats. Ça, j'aime beaucoup. J'aime pouvoir m'immerger, aller plusieurs. Souvent, je pars dès cette époque. Par exemple, je passais souvent 2 mois au Népal l'été. Il y avait une guérilla maoïste à cette époque, donc c'est un sujet à couvrir dans l'actualité. Donc tous les étés, j'étais au Népal. J'essayais de faire. J'ai toujours fait un peu ça, partir longtemps et faire un sujet politique, qui est quand même en général la demande principale. Après, des sujets en société, des sujets, voilà, des sujets déclinés, climat, autre chose. Je faisais un petit peu voilà, plusieurs articles, ce qui me permettait aussi de rentabiliser mes sujets et en même temps de passer du temps. J'ai Hmm. toujours aimé ça. Hmm. Donc ça, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et puis après, l'actualité était incroyable, c'est-à-dire, elle est toujours, Hmm. c'est-à-dire que je couvre à l'ancienne et tous les correspondants encore en place à Delhi.
fonctionne comme ça. On couvre tout ce continent. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le terrain de jeu que j'avais. Ça allait donc du Sri Lanka au Bangladesh, au Népal, au Pakistan, avec les petits boutons, les Maldives. Voilà, je suis allée en Afghanistan aussi un peu, mais cette zone a été parfois couverte plutôt par les correspondants basés à Islamabad, Mm. surtout dans l'époque. On parlait beaucoup du Pakistan, maintenant on n'en parle plus. Bon. Mais donc voilà, donc il y avait tellement de sujets. La plupart des sujets, c'était des sujets politiques. Donc je me passionne pour la politique. En Inde, c'est vraiment un sujet de tous les jours. Les gens ont une culture extraordinaire en politique. On peut parler, même un conducteur de rickshaw, il a ses opinions et il va vous dire des choses très intéressantes. Une culture véritable. Ils ont vraiment, voilà, c'est vraiment très important. Donc je suis les grands scrutins. D'ailleurs, je les ai tous suivis pendant 25 ans. J'ai vu toutes les grandes élections dans tous ces pays. Mm. Donc, c'est passionnant. On vient un peu en avant les scrutins pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le pays. Après, il y avait beaucoup de catastrophes. Mm. Ça, c'est une bonne nouvelle peut-être sur ce continent, c'est qu'il y en a un petit peu moins. Par exemple, concernant, j'allais presque tous les 2 ans au Bangladesh avec un cyclone. Mm. Il y avait des milliers de morts. Et aujourd'hui, ben, les gens sont mieux organisés, ils savent faire face Mm. avec des abris, des systèmes d'alerte, etc. Donc, c'est des choses qui se sont arrangées. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient dédiées aussi à couvrir des catastrophes. Hein. Mm. Et la première, c'était pour moi, c'était le tsunami, Mm. Mhm. avec je sais plus combien, de 280 ou 70 000 morts. Mhm. Euh, On va revenir sur les différents reportages, enquêtes dont vous parlez dans votre livre, parce que votre livre est vraiment intéressant en ça qu'il, vous, justement, là aussi, vous prenez le temps d'aller, d'écrire les enquêtes de terrain, les reportages, et ça, c'est vraiment tout à fait intéressant. On va revenir sur certains de ces sujets en particulier. On ne pourra pas tout aborder parce que vous en abordez beaucoup qui sont vraiment très, très intéressants et très complexes. Mais juste une question pour revenir à ces médias français. Est-ce que vous aviez le sentiment, dans ces années-là, que c'était plus compliqué d'intéresser les médias français à l'Inde? Parce que au tout début de votre livre, vous parlez de votre travail, et c'est pas un travail facile, évidemment, et vous dites que quelquefois, vous aviez le sentiment de rendre des articles qui risquaient d'intéresser peu de monde. Enfin, vous vous posiez la question. Est-ce que on était encore dans l'Inde, justement, du voyage, de l'imaginaire dont je parlais tout à l'heure, et peut-être moins dans l'actualité indienne à cette époque? le grand changement, c'est la montée en puissance de l'Inde économiquement. Mm. Donc ça, c'est vraiment peut-être année 2010. Là, ça va changer le regard un peu de l'étranger. Mais en fait, tout le temps que j'ai passé en Inde, j'ai entendu tout le temps les salles de rédaction qui disaient, oh, l'Inde, oui, il faut qu'on fasse plus, c'est extraordinaire, c'est le prochain, je sais pas, c'était toujours la promesse d'un pays vraiment qui allait faire parler de lui encore plus, mais ça n'a jamais changé. Et je vous avoue qu'à Delhi, en presse écrite, on était que 5 ou 6 correspondants Mm. en presse écrite. C'est vraiment pas beaucoup Mm. couvrir tout ça. Et chaque correspondant, il y a Le Monde qui a un correspondant, une Mm. correspondante aujourd'hui vraiment Mm. attitrée avec un logement et tout, mais sinon on était que des freelances, des Mm. freelancers avec voilà, plusieurs journaux. Mhm. Et ça n'a jamais vraiment augmenté. Donc le regard des rédactions françaises, c'est compliqué l'Inde. Moi j'ai toujours trouvé que c'était tellement difficile de raconter l'Inde. Déjà c'est difficile de comprendre. Mm. Au bout de 25 ans, je pense que je commençais juste à comprendre un peu. Et pour l'expliquer, il y a tellement de contexte à redonner que les articles peuvent être très frustrants à écrire parce que si j'ai 5000 signes et qu'il faut que j'en fasse 2000 pour expliquer ce que c'est que le Cachemire, comment ça s'est passé à la partition. Par exemple, le Cachemire, c'est un bon exemple. Mm. Qui peut parler du Cachemire sans expliquer tout ce qui s'est passé depuis la partition et même avant? Mhm. Donc, ça, c'est très compliqué d'expliquer l'Inde aux Français, je trouve. Et l'imaginaire du voyage, l'Inde fantasmée, elle existe toujours. Hein. Mm. Mhm. Je trouve les gens, on dit beaucoup de choses un peu clichés sur l'Inde, ça a toujours été Mm. ça. Justement, concernant vous étiez en train de parler de la complexité de certains sujets. Il n'était pas facile, parfois en 2000 signes, d'expliquer des choses justement complexes. Euh,
J'en viens à certains des reportages, des enquêtes que vous abordez dans votre livre. Par exemple, il y a un sujet que vous abordez, enfin un sujet, oui, je parle comme les journalistes. Vous parlez des Naxalites. Et là, pour le coup, dans votre livre, on voit bien que vous aimez les temps d'immersion longs et que vous allez sur le terrain, que vous y passez du temps, que vous prenez certains risques. Comment vous pourriez nous parler justement de cette guérilla qui sont les Naxalites? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Euh, En fait, j'ai commencé à travailler, à m'intéresser à cette guérilla avec le Népal, parce que à cette époque, au début, il y a une rébellion donc au Népal qui va durer 10 ans et qui est vraiment, il y a à peu près 10 000 morts en tout. À la fin, c'est vraiment très violent, etc. Et en travaillant au Népal, là, je vais aussi dans le maquis. À un moment donné, j'ai fait un reportage, je suis partie dans les montagnes pour rencontrer des commandants maoïstes, parce que c'était la seule façon de faire, un peu au hasard. Et j'ai pu en rencontrer. Et je me suis dit que vraiment, il y avait un autre sujet en Inde dont on parlait très peu, c'était les Naxalites indiens, qui effectivement, à l'époque, ils ont quand même beaucoup c'est le corridor rouge, ça va du Bengale c'est vraiment toute une partie du pays qui est aux mains, enfin oui, il y a pas aux mains, mais où il y a la rébellion qui est active. Et donc, on en parle très peu à l'international. C'est un sujet comme l'Inde est immense, ça n'a pas vraiment de conséquences à l'international et c'est un sujet très méconnu. Et donc là, j'ai essayé de les rencontrer. Je me disais que c'était vraiment un sujet vraiment très intéressant. C'était aussi, au début, c'était aussi dans une époque où il y avait plein de mouvements sociaux en Inde sur le droit à la terre. Mhm. Donc je travaillais beaucoup sur ces mouvements-là, dans d'autres contextes, dans d'autres régions. Là, c'est un groupe armé qui défend les sans-terre et les aborigènes à l'origine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en 1967. Il y a une insurrection paysanne, si on peut dire ça comme ça, à Naxalbari, au Bengale occidental, contre les propriétaires terriens. D'où le nom Naxalite, de Naxalbari, de ce village du Bengale. Et ensuite, ils vont s'étendre principalement en défendant le droit des aborigènes. Et le droit à la terre contre eux, à l'époque, des multinationales dont on dit qu'elles vont arriver et qu'elles vont utiliser les minerais du Chhattisgarh, puisque le Chhattisgarh, au centre de l'Inde, est une des régions les plus riches en minerais. Donc, je trouve que c'est vraiment, ça serait incroyable de pouvoir les rencontrer et leur demander vraiment ce qu'ils veulent et qu'est-ce qui se passe. Et puis, il n'y a aucun journaliste, depuis au moins 20 ans, qui allait les voir. Donc, il y a aussi un petit défi que je me donne. Et je mets peut-être 2 ans avant d'y arriver à les rencontrer, c'est-à-dire que je rencontre des intermédiaires à Delhi, c'est très secret. Je dois envoyer des messages. Il y a plein de codes secrets qui sont employés au téléphone. Je dois dire que le livre est arrivé à la bibliothèque des trucs incroyables. Bon, et puis je vais y aller. Du coup, je vais réussir à y aller une fois. J'ai rendez-vous à Raipur et ils vont me faire rentrer dans la jungle avec 4 ou 5 différents motos, en vélo, en jeep, c'était différents moyens de locomotion. Et pour rentrer en fait dans la forêt du Dandekaranya, qui est un endroit qu'ils appelaient la zone libérée, leur zone libérée, où ils avaient un gouvernement. Et ils me disent qu'ils vont me montrer ça. Ils voulaient me montrer ce qu'ils faisaient. Et je vais y aller 2 fois en fait. Une première fois, je me souviens plus bien des années. Je crois que la dernière fois, c'est 2012 ou 2013, je pense. Et à chaque fois, j'y reste 3 semaines. Et dans le livre, il y avait tellement de choses à raconter. J'aurais dû écrire un livre sur ça, Mm. je sais. Mais du coup, j'ai raconté, pour essayer de me canaliser un peu, je raconte juste une nuit dans le livre, une nuit de marche qui était une des nuits les plus folles de ma vie, puisqu'on devait passer une route et il y avait, soi-disant, j'apprends en marchant qu'il y a l'armée qui est là. Et les maoïstes ne font que se déplacer constamment juste pour éviter l'armée. Donc, on marchait tout le temps avec nos sacs et souvent de nuit. De jour, on se posait. Donc, voilà, j'ai vécu avec ces guerriers pendant 3 semaines
Et après, je peux vous parler de plein de choses, mais ça va faire peut-être trop long. Mais est-ce que, pour le Mm. coup, à l'époque, vous arrivez à intéresser les médias français? Vos sujets se vendent plus ou moins? Bof, pas tellement, mais ils savent que c'est intéressant et que je Ouais. suis la première occidentale journaliste étrangère à aller dans ces zones. Donc ils savent que c'est un bon sujet. Mm. Après, combien de lecteurs l'ont lu, je sais pas, ont lu mes reportages, je sais pas. Mais la deuxième fois, je fais un reportage pour Arte aussi. J'amène un caméraman avec moi Mm. parce que je me dis que ça serait vraiment bien de ramener des images. Donc, j'ai fait un petit film pour Arte Reportage Mhm. qui a été diffusé. Donc, voilà. D'accord. Vous vous êtes aussi rendu, entre autres, hein, parce que vous avez vraiment arpenté la région de part en part, vous vous êtes aussi rendu dans les îles Andaman et Nicobar, après le tsunami. Et vous évoquez aussi ces populations qui sont censées ne pas avoir eu de contact avec des étrangers, mais qui en fait ont été assez, j'allais dire, dérangés et déplacés par les colons britanniques, par les Indiens, par les touristes. Là aussi, est-ce que vous avez eu l'occasion donc de faire des enquêtes de terrain, des reportages, éventuellement de rencontrer ces populations ou Bah, ils sont plus que dérangés. Moi, j'ai trouvé notamment certains, ils étaient complètement alcooliques. oui. Donc ça, c'était vraiment triste. En fait, après le tsunami, je suis revenue plusieurs fois dans cet archipel, et c'est une des rares fois où j'avais la permission d'y aller, notamment dans l'archipel de Nicobar, qui est interdit aux touristes ou même et aux étrangers. Mm. Oui, ce que j'ai vu, c'est que j'ai rencontré je sais pas comment on dit en français, les onges, les onges. C'est notamment une tribu qui est installée à Car-Nicobar. Ils sont plus que 100. Un simple virus pourrait les tuer, les décimer. Et ils sont censés être dans des réserves. Et déjà, ils étaient déplacés dans des camps et ils parlaient hindi. Donc, ça montre qu'ils avaient l'habitude de rencontrer des Indiens, même si c'est l'Inde, ils appellent ça comme ça les gens du continent. Donc oui, j'ai surtout vu aussi au moment du tsunami, il y avait plein de télévisions étrangères qui étaient là. Et les journalistes de télévision, ils essayaient tous de faire des images des Jaravals, c'est la tribu du nord d'Andaman, alors que c'est complètement interdit. Mm. Oui, c'était un peu triste hein, de Mm. voir ça. Et l'autre, et aussi, il y en avait certains que le gouvernement avait amenés à, dans la capitale, à Port-Blair, aussi, qui étaient déplacés, complètement alcooliques. Voilà. Donc, Mm. après, vous avez dû entendre ça à la télévision ou dans les informations. Il y a un autre groupe qui vit sur une île, alors lui, complètement isolé, parce qu'ils tirent des flèches Ah et oui. ils ont tué un évangéliste américain qui a tenté d'aller sur cette île. Mhm. C'est les Sentinelles, nom en anglais, pardon. Mhm. Mm. D'accord. Vous décrivez aussi, et c'est vrai que chacun de vos reportages pourrait faire l'objet d'un livre, mais Oui. cela dit, il n'est pas Je trop tard. regrette de pas. En fait, le fait d'avoir été expulsée d'Inde, ça m'a donné le temps de me poser pour la première fois de ma vie Oui. Mhm. et d'écrire. Et avant, j'étais dépassée par toujours un autre reportage, toujours envie de faire quelque chose Ouais, d'autre. ouais. On sent d'ailleurs dans ce Mm. livre combien vous êtes animé Mm. vraiment par justement tout ce qui relève enfin tout ce qui se passe dans ce pays, dans la région plus largement. Par exemple, vous décrivez aussi la splendeur et la tragédie du lac Chorolpa. Je ne sais pas si je le prononce Ah, je correctement. rôle pas. Mm. Chorolpa. Voilà. Et le risque de tsunami des montagnes. Là, on est au Népal. Mm. Est-ce que vous pouvez nous raconter Bah là, il y a la motivation de la journaliste vraiment dès 2006-2007. Je découvre ce que sont les GLOF, c'est-à-dire les vidanges des lacs glaciaires en très haute altitude, liés, c'est des ruptures en fait. Il y a des barrages qui se forment, ces lacs se forment et ils peuvent se rompre et déverser dans les vallées en dessous en faisant des dégâts terribles. À l'époque, il y avait le Bhoutan, il y en avait oui, dans plusieurs pays autour de la région qui avaient été victimes de ces incidents. Et en fait, quand je commence à travailler là-dessus, le réchauffement climatique et ces enjeux-là sont pas très connus. Et on- il y a toujours, quand on commence un sujet, enfin moi, j'avais toujours envie, on y est un peu fidèle, en fait.
au fil des années, j'ai toujours voulu essayer quand même de revenir sur des choses que j'avais traitées, de comprendre l'évolution. Donc, ces questions des lacs glaciaires, c'est un sujet que j'ai vraiment beaucoup privilégié, essayé toujours de continuer à travailler dessus dès 2006. Et au Népal, au Ladakh, en Inde, dans différents pays. Donc là, c'est dans le livre, je raconte, justement, j'ai cherché à raconter, c'est un peu bizarre, c'est juste dans un café que je raconte ça, où les gens locaux passent et vont parler de ce lac. Donc c'est pas du tout je l'ai pas traité du tout comme un exploit, on voit même pas le lac ni rien, on reste dans ce café avec les gens locaux qui racontent les changements de cette nature. Voilà, et donc le Népal, je sais pas si vous voulez que j'explique. Oui, cette idée de tsunami des montagnes, sans trop développer, mais quand même cette idée de risque. Mais il y en a à peu près, je crois, 2000, plus de 2002 au Népal qui sont quand même, il y en a 100 dangereux. Il y en a plus de 2000 qu'on voit former. Alors, c'est un sujet très intéressant parce que le Népal est entre l'Inde et la Chine. Donc, j'ai aussi travaillé sur les questions, on n'a que les images satellites pour observer l'évolution de ces lacs. Évidemment, avec l'Inde et la Chine et le Pakistan, il y a 7 pays qui font partie de cette chaîne, hein, mais donc des pays ennemis, des pays en guerre. C'est très compliqué de partager des informations et c'est terrible parce que ça pose vraiment des problèmes. Par exemple, quand il y a la rupture d'un lac en amont au Tibet, qui est donc en Chine, souvent ils ne passent pas l'information. Ils ont des capteurs, ils mesurent tout, mais l'information va pas passer en Inde, alors que la rupture de ce lac va déferler dans les vallées. Il y a plusieurs bassins qui descendent à la fin jusqu'à l'Inde. Donc c'est quand même voilà, ça cristallise des conflits géopolitiques, évidemment les problèmes du réchauffement climatique, et c'est très compliqué d'aller les observer. C'est plus de 5000 mètres d'altitude. Souvent, il y a un centre qui s'appelle l'ICIMOD à Katmandou, c'est la seule organisation de la région qui rassemble les 7 pays. Les 7 pays les financent à hauteur de ce qu'ils peuvent apporter, c'est-à-dire qu'on a de l'Afghanistan au Myanmar, Bangladesh, Mm. Pakistan, Népal, Bhoutan, Inde. Ils travaillent ensemble et donc c'est un endroit où on peut les voir, c'est le seul endroit où ils discutent entre eux, Mhm. alors que parfois les colloques sont annulés parce que l'Inde et le Pakistan sont en froid, etc. Mais donc j'ai aussi essayé de raconter ce qu'ils faisaient, leur travail. Et leurs expéditions sont très limitées, ils en font que 2 au printemps et 2 à l'automne pour Mhm. aller observer sur le terrain. Le Mhm. reste, c'est par ordinateur, Mm, effectivement. d'accord. En vous écoutant, je me dis, ça peut paraître évident, mais vous avez quand même, en tant que correspondante, vous traitez de sujets extrêmement différents, même s'il y a quand même toujours de la géopolitique, de la politique qui n'est jamais très loin, mais n'empêche que Oui, entre le tsunami des montagnes oui, et les Naxalites, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça vous demande quand même de vous plonger et de travailler dans des registres extrêmement différents finalement, alors que d'autres journalistes sont très spécialisés, journalistes économiques, politiques, etc. Mais là, correspondant oui. dans un pays, ça vous demande vraiment d'être Bah oui, on très touche un peu à tout. polyvalente. Oui, oui, Ouais. c'est le rôle du correspondant. Et effectivement, on passe d'un Mm, sujet à un autre. Donc, ça demande, faut faire vraiment des efforts pour essayer en accélérer, de se former, de lire, d'apprendre avant les reportages, ouais. de se documenter. Mhm. Alors, j'aurais eu d'autres questions à vous poser sur vos reportages. Je ne vous cache pas que, étant en train de lire pas mal de choses sur Alexandra David-Nel, vous m'avez fait penser un peu à elle. Non, mais c'est un Euh, beau compliment qu'on va me faire. Hein, D'abord, elle est partie 18 mois et puis oui, finalement, elle est restée ça 14 ans. Alors c'est. vous, ça a été enfin, quand vous êtes arrivé en Inde, c'était pas tout à fait la même chose, mais il y avait aussi cette idée d'être attiré et de rester là-bas. Et Oui, puis vous décrivez dans votre livre, vraiment, je recommande la lecture de ce livre et de ce chapitre sur cette princesse et ce oui. royaume de Mustang. Mm. Partez à cheval sur sur les pas de cette princesse. Et là, c'est pareil. C'est là que vous m'avez fait penser à Alexandra David-Neil. Mm. Et je trouve que quand même, vous êtes certes une journaliste, mais il y a aussi une part d'aventurière. Oui. Là, j'avais vraiment envie d'être coupée du monde, de faire quelque chose d'un peu différent.
c'était l'aventure. Mm. Et souvent, dans beaucoup de reportages, il y a ce côté aventure aussi. Mhm. Et ce voyage, c'était une manière. Donc, je vais partir à cheval entre le Ladakh et le Mustang en suivant. Me demandez pas pourquoi je me suis mis ça en tête. Les traces de la princesse Nilza qui avait épousé 2 siècles plus tôt le roi du Ladakh et qui avait fait ce voyage. Donc, je voulais absolument, parce qu'en fait, j'aime retrouver la façon dont les gens voyageaient autrefois. La lenteur. Alors, je suis une journaliste de presse, j'avais envie de, tout va vite, j'aime pas ça en fait. J'ai envie de prendre le temps. Et c'était aussi, à travers ce voyage, une manière de regarder la beauté du monde, plus encore de cet Himalaya avec ses glaciers qui disparaissent. Mm. En 2100, il en restera plus beaucoup dans l'Himalaya. C'est quelque chose de fragile et qui a d'éternel à la fois. Donc, une sorte de réconciliation aussi avec le monde, dans le sens de sortir de sujets aussi très durs. Mm. Là, j'étais sur mon cheval et j'avais qu'à regarder les montagnes. C'est ce que je faisais toute la journée. Au début, j'avais de la musique, j'ai enlevé. J'ai juste le silence et pas trop de photos, de prendre des photos, tout ça. Tant pis, ça restera dans ma tête seulement. Donc oui, c'était tout ça en faisant ce voyage. Et Mm. je pense que c'est un des plus beaux voyages de ma vie. Ouais, j'étais vraiment heureuse. Quand j'arrive à Lomantang, parce que j'avais peur de pas y arriver, c'était compliqué. J'ai changé 4 fois d'équipe, euh, quatre- euh, c'était vraiment difficile. Et quand j'arrive à Lomantang, la capitale, et que le roi m'accueille et que je m'habille avec une robe locale tibétaine, j'ai jamais été aussi fière de ma vie, je crois. Jamais j'étais aussi fière de ma vie. Oui, émue aussi. Oui, Ouais. oui, oui. Alors, désolée pour cette transition, mais dans votre... Je vois ce qui arrive. Oui, vous évoquez la date de 2018, début du deuxième mandat du Premier ministre Narendra Modi, qui est leader nationaliste issu du BJP. Et vous évoquez la répression contre la liberté d'expression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe alors en Inde, ce que les journaux indiens vivent, et comment ça se manifeste à l'époque? Oui, alors le premier mandat de Narendra Modi est en 2014. Mm. Ça commence un petit peu aussi. Après, il y avait aussi beaucoup de problèmes avec la presse sous le parti Mm. du Congrès avant Modi, hein. C'est pas, on passe pas d'une presse. Il y avait beaucoup de problèmes aussi avec les journalistes. Mais bon, ça va s'accélérer sous Narendra Modi et en particulier en 2018. Donc, je, euh, moi, j'en suis témoin parce que je vois mes confrères indiens en parler déjà d'abord, et puis petit à petit, la répression, elle va se manifester de différentes manières. Euh, la première chose, c'est la perte de la liberté d'expression. De plus en plus, les journalistes indiens s'autocensurent et parlent de moins en moins de sujets qui peuvent salir l'image du pouvoir. On verra jamais en Inde aujourd'hui un journal dénoncer la corruption qui met en cause le parti au pouvoir. Ça, c'est fini en fait, je crois. Il y a peut-être dans certains États de rares exemples. Il n'y a plus de corruption. Exactement. C'est ce que nous dit le pouvoir. Donc une sorte d'autocensure progressive. Et puis après, ça s'accélère et ça devient. Il y a plein de moyens que le gouvernement exerce, d'intimidation, des procès contre les journalistes qui vont oser sortir des sujets qui sont contre le pouvoir. Aussi les critiques du pouvoir. Enfin, on met un peu dans le même sac les journalistes, les chercheurs Mm. et les voix critiques. Mm. Tout le monde est un peu traité, les journalistes sont pas traités finalement différemment. Beaucoup de personnes vont quand même être emprisonnées. Moi, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, c'est vraiment triste, qui sont en prison. Mhm. Euh, le dernier en date, c'est Sonam Wangchuk, qui était un leader du Ladakh, qui a toujours défendu, travailler contre le réchauffement climatique et qui est en prison parce qu'il a osé critiquer en septembre-octobre dernier, le gouvernement. Donc, le système, la répression est vraiment très violente parce que mettre les gens comme ça derrière les barreaux,
Je connais une avocate du Chhattisgarh qui a passé plusieurs années derrière les barreaux alors qu'elle défendait le droit des pauvres, enfin des gens. Voilà, ça, c'est vraiment terrible. Et pour les journaux et la presse, évidemment, les télévisions, elles, vont se transformer en outils de propagande du pouvoir. Et le plus triste, c'est vraiment NDTV qui était la chaîne. Moi, j'ai NDTV dès que je regardais tout le temps. C'était une chaîne supposée vraiment avoir un certain regard critique. C'est complètement transformé. Elle a été rachetée par Adani et complètement, les journalistes ont changé. Mais il n'y a pas longtemps, hein. C'est un procès, ça fait 1 an ou 2. Mhm. Les journalistes, à présent, c'est surtout un outil de propagande du pouvoir. Après, il y a beaucoup d'agences du gouvernement qui ont été utilisées pour réprimer certains journaux par le biais des fraudes fiscales. Donc, ça, je l'ai vu bah, juste à l'année où je partais. Il y a eu Newsclick, la BBC aussi. Il y a eu un raid en plein cœur de Delhi, sur la BBC. Donc ça, voilà, c'est un outil vraiment complètement manipulé par le pouvoir pour Mhm. punir. C'est punitif pour punir les journaux qui ont osé sortir certaines choses. Mhm. Voilà. Et puis il y a la société civile, les ONG. Oui. Oui, donc c'est assez général, mais pour essayer de donner une idée, moi je me souviens, quelque chose qui me marque, c'est en 2000, enfin il y a 2, 3 ans, je dîne un soir à l'ICC, qui est le gros centre culturel indien près du Lodi Garden à Delhi, qui est une institution avec beaucoup d'intellectuels, un endroit où il y a beaucoup d'échanges, c'est historique, c'est un très bel endroit. Pour la première fois, je dîne dans cet endroit et il y a beaucoup de célébrités un peu de l'Inde. Il y a des politiciens, des gens comme ça. Et à ma table, on parle de Narendra Modi et les voix se baissent pour critiquer Narendra Modi. Et j'avais jamais vu ça en Inde parce qu'en Inde, la discussion politique, c'est vraiment un plaisir, c'est un jeu. Les gens adorent parler politique, ils adorent se disputer. Ça fait partie de la mentalité, de la culture. Et là, pour la première fois, j'ai l'impression qu'on peut plus le dire à haute voix. Et on se penche comme ça pour dire quelque chose pour critiquer Narendra Modi. Donc, vous imaginez c'est vraiment à l'échelle de toute la société. Et là, je me dis, dans ma tête, ce jour-là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. J'avais vu ça au Sri Lanka, avec le régime des Rajapakse. Mais là, en Inde, j'avais jamais vu ça. Mhm. Mhm. Et alors, justement, c'est le 14 septembre 2022 à 17h15, précisez-vous, dans Oui, votre livre, vous recevez un SMS du gouvernement indien. un mail. Ah, c'est un mail. Oui. Ah oui, d'accord. Un mail qui dit quoi? Eh bien, en fait, ouais, je vais essayer de raconter simplement, parce que c'est un peu compliqué, technique avec les permis, etc. Mais moi, j'ai épousé un Indien, dont je suis séparée, mais obtenu une sorte de carte de séjour, l'OCI, qui donne un statut pendant des années, me donne beaucoup de liberté. C'est un peu comme un passeport, un autre passeport, sauf que je n'ai pas le droit de voter, et qui me donne beaucoup d'accès à l'Inde. Je pense que le gouvernement, à ce moment-là, doit s'en rendre compte et décide que tous les journalistes qui se sentent un peu trop libres avec l'OCI, peut-être, je ne sais pas, c'est mon interprétation, il leur faut un permis spécial pour exercer leur profession, ce qui est complètement en désaccord avec le statut normalement de cette carte. Et ils mettent en place, ils disent qu'ils activent donc un permis et je fais la demande. Et là, je viens de recevoir donc ce jour-là la réponse qui me dit que je n'ai pas ce permis. Ça veut dire que je n'ai plus le droit d'exercer ma profession. Donc là, je comprends que c'est grave. Et en fait, je m'en doutais. J'en étais sûre, mais tout le monde me rassurait, me disait, mais non, t'inquiète pas, c'est une formalité. Voilà. Mais non, c'est pas une formalité. Et ils m'écartent. Et à ce moment-là, il y a 2 autres femmes, journalistes aussi étrangères, une américaine et une australienne, je crois, qui sont interdites de travail. Et on est 3 et elles vont partir, elles vont travailler dans d'autres pays après quelques mois. Et moi, je vais essayer de continuer. En fait, j'ai tellement pas envie de partir de l'Inde. C'est même pas imaginable pour moi. Moi, je me voyais 20 ans plus tard sur mon cheval encore dans l'Himalaya. C'était ma maison. Donc, je voyais vraiment vieillir là. Et donc, j'arrive pas à imaginer que je dois partir. Et je me bats, mais je fais tout ce que je peux. Et je me croyais maligne. Je pensais que j'étais sûre que j'allais pas. Je savais parler aux gens du gouvernement. Je connaissais la culture des gens du gouvernement. J'avais l'impression que
j'allais pouvoir avoir un dialogue. Et en fait, je n'arrive pas à avoir du tout de dialogue. Et on me mène d'un bureau à un autre. La France se mobilise. Ils vont faire plus de 30 interventions, Mhm. directement l'ambassade à Delhi, mais aussi des personnalités françaises qui vont être en visite, vont parler en marge de leur discussion, vont parler de mon cas. Ça devient un peu une affaire, hein, et les mois passent. Et donc, pendant 17 ou 18 mois, je n'arrive pas à débloquer cette affaire, mais j'ai toujours l'espoir. Je rencontre le fils d'un ministre qui me dit oui, oui, je vais en parler. Je vis constamment chaque semaine avec un autre espoir. Et finalement, bah, catastrophe. Je reçois en janvier, donc 18 mois après, janvier, j'ai perdu la notion du temps, 2024. 2024, merci, une lettre du ministère de l'Intérieur. Et au début, je me demande si c'est pas la permission t'en rêver. Et non, c'est l'inverse. C'est un avis d'expulsion. Et donc là, c'est jamais arrivé en fait. Donc j'appelle l'ambassadeur, qui est vraiment. Enfin, c'est un coup pour la France aussi. Ça fait des mois qu'ils réclament que leur correspondante, qui n'a fait que son travail, qui est journaliste, enfin que la journaliste française, qui représente des médias français, retrouve la permission de travailler, d'exercer sa profession. Et en fait, c'est à l'inverse total. C'est l'inverse total. On me demande de partir. Et là, vous voulez que je raconte ce qui s'est passé? Bah oui. C'est un peu long. Et, et donc là, là, ça va être, c'est horrible pour moi parce que euh, l'information fuite dans la presse indienne. Et ça va faire, bon voilà, c'est pas grand-chose, mais pendant 24 heures, c'est dans toutes les informations du monde. J'avais jamais vécu ça. Mon téléphone sur Twitter, ça sonnait toutes les secondes. Et il y a bon, alors je vois que les gens se disent, elle doit être victime de ce système, mais je pouvais pas parler, mes avocats voulaient pas que je parle, Mhm. donc je pouvais rien dire. Et en Inde, il commence à avoir des gens qui m'accusent d'être anti-nationale, anti-hindou. Et ça, pour moi, c'était vraiment violent, quoi. Parce que j'aimais l'Inde et qu'on me traite d'anti-hindou, j'ai même un fils franco-indien, j'ai épousé un Indien, mais je le prenais vraiment. J'étais effondrée. Et du coup, j'ai fermé tous mes réseaux. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a Emmanuel Macron qui arrive à ce moment-là en Mhm. Inde pour Mhm. rencontrer Narendra Modi. Et là, l'espoir, c'est qu'il en parle peut-être. Alors, on m'a jamais dit officiellement, mais mes sources me disent il en a parlé à Narendra Modi. Pour vous dire, à ce moment-là, c'était vraiment une grosse affaire. Et je suis journaliste, j'ai pas l'habitude d'être au milieu. C'est moi qui raconte ces histoires normalement. Mhm. Et tout d'un coup, j'en étais le sujet. Mhm. Et voilà, donc la visite d'Emmanuel Macron n'arrange rien en fait. C'est-à-dire que je rencontre ses ministres et ses conseillers qui me disent qu'ils vont tout débloquer, qu'il n'y a pas de souci. Ce soir, ils vont voir leurs homologues. Et j'essaie de leur dire, mais vous savez, c'est compliqué, ça vient du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est Amit Shah. C'est un personnage redoutable. Si je suis dans son collimateur, c'est vraiment, ça va être compliqué. Bon, il me dit si, bah, j'avais raison. Le lendemain et les surlendemains, j'ai aucune nouvelle de la France. Je vois bien que ça ne fonctionne pas. Et mes avocats me disent, tu es quand même la lettre que j'ai reçue du gouvernement indien qui me menaçait d'expulsion, m'accusait de porter atteinte aux intérêts de l'Inde, à l'intégrité du pays, à la sécurité du pays. Moi, petite femme, toute seule, indépendante, qui part faire du cheval, enfin, c'est quand même incroyable, incroyable. C'était donc mes avocats disent que c'est très grave, que ça pourrait être la prison. Je pense que comme je suis française, je suis protégée, mais on ne sait jamais. Ou même, enfin, vous savez pas. Donc mes avocats ils me disent il faut partir. Alors là, je comprends que c'est fini, quoi. Et donc là, c'est la première fois, je pense, que je commence à réaliser que j'ai peut-être plus d'avenir en Inde. Tous mes amis autour me disent, il était temps, il faut que tu partes. Et là, voilà, ben, je pense qu'en 2 semaines, ou après ça, je suis partie. Première semaine, j'ai rien voulu faire, je bougeais pas, je faisais pas ma valise. C'était vraiment, ouais, c'était un traumatisme. Oui, ça Mm. se sent Mm. dans votre livre parce que vous avez des passages très beaux. Vous racontez, comme je le disais, vos enquêtes et vos reportages, mais on vous suit aussi dans votre ville.
C'est vraiment votre ville Oui, Delhi. d'adoption, enfin, c'est votre ville, c'est Delhi, et vous avez une façon de parler de Delhi qui est extrêmement belle, extrêmement touchante, Oui, et on sent qu'il va y avoir un arrachement. oui. Donc voilà, c'est vraiment très touchant. Ce sont des sujets en particulier qui ont dérangé, ou c'est votre travail d'une manière générale, le fait de faire de l'investigation? Vous en savez plus, vous pouvez en parler Ah ou... bah, maintenant, je n'ai plus rien à perdre, je peux le dire. Et puis, de toutes les façons, je pense que je l'aurais dit aussi. Mais je n'ai pas d'explication donc officielle du gouvernement indien. Je n'ai que mes sources. Ce que mes sources m'ont dit, c'est que Amit Shah avait fait un cas personnel de mon affaire. Quand même, le ministre de l'Intérieur d'un pays d'1,3 milliard de gens, c'est tellement. Et il y a des choses qui étaient dans mon dossier que certaines sources m'ont dit. Bon, alors le fait que je travaille beaucoup sur le Cachemire, Mm. les maoïstes ou tous ces mouvements d'extrême gauche qui sont vraiment perçus comme les ennemis de l'Inde. En Inde, ils parlent des urban Naxal. Et c'est des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de mes contacts qui sont en prison, etc. Moi, je pense que c'est ça, mais les choses qui ont été citées, c'est vraiment le Cachemire parce que j'y suis allée en fait au moment de l'abrogation de l'article 370. Il y avait très peu de journalistes qui étaient. Moi, j'ai foncé pour y aller, mais je pense que ça n'a pas beaucoup plu. Voilà. Mhm. Je saurais jamais exactement, mais à un moment, ce qui est sûr, c'est que ils ont voulu se débarrasser de moi. Mm. Mm. Et j'ai une dernière question avant de laisser Mm. la parole aux personnes qui sont avec nous à distance et puis qui sont là tout près de nous. Mais c'est une question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Euh, Est-ce que vous retournerez en Inde? J'aimerais bien, oui, mais j'ai pas envie, comment dire, j'ai pas envie d'y retourner comme ça. C'est ça qui est un peu dur. J'arrive pas à me dire que je vais y retourner. Déjà, il faut que je sois autorisée à y retourner. Ça va être une autre histoire. Mais est-ce que y retourner en vacances Mm. quand on y a vécu, Mm. rien que d'y penser, c'est pas mon Inde comme ça. Mm. Mais après, il va falloir un peu revoir les choses à la baisse et j'aimerais bien ouais, c'est pas possible que j'y retourne pas un jour, mais là, il y a trop d'émotions, je Mm. peux pas. J'ai pensé peut-être, j'aimerais bien aller au Népal, comme ça je vois l'Inde d'en haut, Mm. elle est là, mais j'aime bien le Népal aussi, mais j'espère que j'y retournerai. Mm. Mm. Ok. Merci beaucoup, Avec Vanessa. plaisir. On va continuer. Excusez-moi, je vais devoir. Il y a des personnes qui sont à distance et qui ne vous entendent pas du tout. Donc, c'était juste pour expliquer aux personnes qui sont à distance que Joël Farge vient de témoigner ici. Voilà, c'était pas une question, mais c'était vraiment un témoignage au sujet de son travail de producteur de films en Inde et avec l'Inde en collaboration, et donc des productions depuis beaucoup d'années, parce que voilà, Joël Farge et son épouse connaissent très très bien l'Inde, ont beaucoup travaillé sur ce pays, et pour la première ou deuxième fois se trouvent confrontés à un refus de visa avec impossibilité d'avoir des informations, etc. Et donc de très grandes difficultés de travailler sur l'Inde, en Inde, en collaboration avec l'Inde. Voilà. Et donc pour ce témoignage pour montrer l'ampleur des difficultés aujourd'hui, alors que on le suspecte, entre guillemets, d'être journaliste, alors que son travail n'est pas journalistique. Voilà, Hmm. il aurait bien voulu, Moi, j'aurais dit-il. bien aimé faire un film sur Alexandra David-Nel. Mais je suis désolée pour vous, je comprends tellement la frustration et la tristesse de ne pas pouvoir. C'est terrible. Et il y a beaucoup de barrages qui sont faits au niveau des visas dans les ambassades de l'Inde partout dans le monde. On ne sait pas très bien combien de gens sont refusés, etc., se voient refuser des visas. Mais j'ai entendu beaucoup de personnes dans votre situation. Et depuis, ce qu'on peut dire, c'est que depuis ce qui m'est arrivé, je pense n'est pas quelque chose effectivement de positif pour l'image de l'Inde. Il y a moins de problèmes. Et l'Inde, il faut finir aussi, m'a redonné finalement il y a quelques mois le droit de travailler. J'ai reçu un jour, c'est vrai qu'on n'a pas fait, il faut raconter ça, que j'ai reçu un jour un mail me disant que j'avais ce permis, après m'avoir envoyé un avis d'expulsion, on m'autorisait et m'accusait de porter atteinte au pays ou je ne sais quoi, eh bien, je suis autorisée à travailler pour un an. Mm. Donc, je pense que cette affaire, elle a fait trop de bruit.
Et en tout cas, à un moment, ça correspond aux intérêts de l'Inde d'enterrer ça et de dire, bon, elle a un permis. Mhm. Mhm. Des questions? Oui, madame, vous aviez. Ouais. Oui. Bon, je réponds tout de suite à la seconde. Je vais me Oui. permettre de la Ah oui, formuler, toujours, à non. moins que Oui. vous. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Non, c'est donc une question ici de Catherine Larrey, je crois, voilà, qui voulait savoir un peu comment s'était passé le retour de Vanessa Douniac en France, comment elle était retombée sur ses pieds, pour reprendre votre expression, et comment vous faites, selon quelles sources vous utilisez aujourd'hui pour obtenir des informations, pour continuer d'être informé au sujet de l'Inde, justement. Alors, pour être informée au sujet de l'Inde, j'arrive pas à m'en passer. Je suis beaucoup les comptes sur Twitter de gens que je connais. Je sais naviguer. C'est la même chose que quand j'étais dans mon bureau à Delhi, en fait. Je connais les gens. Je sais que c'est intéressant de suivre leurs commentaires. Je sais quels sont les journaux qu'il faut regarder. Je connais tellement bien ce paysage médiatique indien et les personnes qui parlent que je sais comment me renseigner, comment savoir un peu ce qui se passe ou ce que voilà. Donc je fais comme ça. Et puis le retour en France, ben oui, c'était un choc quand même. Il m'a fallu plusieurs mois pour voilà, me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie ici maintenant. Ce livre, je l'avais commencé un petit peu à Delhi, mais j'ai écrit ce livre, donc déjà c'est la première chose. Et puis je suis française et j'ai réalisé la chance que j'avais de l'être aussi, puisque je suis quand même dans un pays où je sais pas, on réalise, on peut parler librement quand même. Je sais qu'il y a plein de gens qui râlent beaucoup de plein de choses en France, mais pour moi, venant d'Inde, je redécouvre que je rentrais pas beaucoup en France. Je redécouvre toutes les bonnes choses de notre pays aussi et plein de choses quand même qui sont inestimables et qui m'ont permis voilà, de recommencer une vie. Pour le moment, je suis à Paris. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire après. Je sais juste que j'ai envie d'écrire un deuxième livre. Mais oui, beaucoup. Et les plus critiques sont souvent en ligne, hein. C'est C'est une des... question sur la presse digitale. Est-ce qu'il y a beaucoup de journaux en Ah, ligne ou de presse toujours. digitale? Ouais. Non, non, Oui, donc effectivement, il y a certains, ils sont tous en ligne, mais les Indiens, ils sont trop forts avec, Mm. ils ont tout à nous apprendre presque sur la manière de fonctionner au niveau des médias et du digital. Donc oui, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont en ligne. La dame derrière vous, si vous permettez, Pardon. je suis là. Bonsoir. C'est les effets, donc une question sur les effets de ce qui vous est arrivé, de votre expulsion, sur les autres correspondants qui sont présents en Inde et qui continuent de travailler ou pas. Et une deuxième question un peu liée, est-ce que vous avez été menacé? Est-ce que vous avez été suivi? Est-ce que, au regard du gouvernement d'aujourd'hui, vous avez craint pour votre vie? Alors, à cette époque-là, mais vraiment, c'est très difficile d'imaginer ce qui se passe vraiment. Si est-ce que je suis surveillée, est-ce que je suis sur écoute, est-ce que il y a beaucoup de paranoïa parmi tout, pas moi, mais enfin, tout le monde, toute la presse étrangère à ce moment-là. Il y a quelque chose qui bascule à cette période. Et là aussi, les journalistes se mettent à parler à voix basse quand ils discutent entre eux. Là aussi, on parle plus sur WhatsApp, on bascule tous sur Signal. Mm. On a même des mots de code, je me souviens, pour parler de certains politiciens, pour pas éveiller ou que bon, c'est général, c'est vraiment général. Pour mon cas, mais oui, il y a déjà, je sentais qu'il y avait des gens qui voulaient plus me voir. J'ai commencé à être tout d'un coup, je suis fichée comme anti-nationale. Alors ça, c'était dur, je trouve. Franchement, et puis il y avait mes avocats, des amis qui pensaient que j'étais peut-être suivie. Ouais, écoutez, je sais pas. Il y a eu plein de théories que à la fin qu'il fallait vraiment que je parte, mais on ne sait pas. On a fait analyser mon téléphone avec RSF. Il y avait pas de, on n'a rien trouvé. Non. Donc voilà. Et alors, donc j'ai un peu répondu en même temps à la question sur comment on ressentait les journalistes. Ils ont été donc le petit groupe des Français.
Mes 4 ou 5 collègues ont été très merveilleux, ils ont été très solidaires. Déjà pendant 1 an et demi, ils étaient là pour moi. À travers moi aussi, c'est eux qui sont attaqués. Donc, on s'entendait bien. Il y avait une très bonne ambiance entre nous tous. Donc, ils étaient là pour moi, ils m'ont soutenue. Et quand j'ai finalement cet avis d'expulsion finale, ils sont aussi très choqués. Euh, Ensuite, les autres journalistes étrangers, on avait un groupe sur Signal, pareil, c'est quelque chose qui les a choqués et qui marque un basculement. Mais comme je vous dis, après mon départ, ça, c'est un petit statu quo. Voilà, ça n'a plus bougé. Oui, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est ce qui vous est arrivé me fait penser à quelque chose. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie professionnelle qui me disaient j'aime l'Inde. Et c'est certainement votre cas. Mais quelquefois, je leur ai posé la question, mais est-ce que l'Inde vous aime? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Il y a tellement d'Inde que j'ai plein d'amours différents, je pense. Parce que, oui, bah, ça dépend de quoi on parle. J'attends pas à recevoir forcément dans ce sens. Comme vous dites, il y a tellement d'Indes différentes qu'il y a Oui, beaucoup d'Indes qui vous aiment aussi. j'espère. Pourquoi aimez-vous l'Inde? Franchement, c'est trop difficile c'est pour moi répondre à ça. C'est tellement compliqué. J'espère que mon livre fait part un peu, en tout cas, d'émotions qui m'ont bouleversée et de ce que j'ai ressenti dans l'Inde, dans le sous-continent en entier. Donc, il y a quelque chose oui, qui m'a touchée beaucoup dans cette région. Je pourrais dire ça. Plus consensuel que maintenant. Est-ce que vous le sentiez dans la vie Alors, je quotidienne? trouve que dans la société, les communautés musulmanes, elles sont identifiées en général très facilement. Vous allez dans les petits villages, ils vivent même à côté, c'est séparé, c'est pas au même endroit que les hindous souvent. Donc, ce que je trouve, c'est que il y a une perte évidente avec la montée du nationalisme hindou, il y a une perte de la diversité. Et évidemment, les minorités sont traitées d'une manière, ça change beaucoup avec des attaques contre certains membres de cette communauté. Moi, pour vous dire, en journalisme, je me souviens très bien que pendant les élections en 2018, en Uttar Pradesh, j'interroge des musulmans et ils veulent pas me donner leur nom. C'est la première fois. Ils osent plus me donner leur nom parce qu'ils ont peur et qu'ils se sentent ciblés par ce gouvernement. Donc oui, après, ça a toujours été, c'est une société compliquée, donc mais par exemple, pour les musulmans, trouver un logement dans des lits, c'est compliqué, des choses comme ça. Et vraiment, moi, mes amis musulmans, souvent, on en parlait, comment ce qu'ils ressentaient, comment ils vivaient, ce qui était en train de se passer. C'est dur, c'est vraiment très, très difficile avec le sentiment de devoir se taire, de rester à sa place et de pas parler trop fort. Qu'est-ce qui a La disparu? question de la discrimination positive, Ah non, non, schedule tribe. ça fait partie du système indien, non? Ah oui, oui, bien sûr, à plusieurs. Comment ça? La discrimination se fait pas par la question de la discrimination positive. La discrimination, elle se fait par le fait que vous avez entendu tout ce qui se passe, par exemple, les musulmans sont eux-mêmes déjà ciblés dans les campagnes. Par exemple, si on voit en Uttar Pradesh, c'est l'endroit où il y a le plus d'incidents qui vont cibler des musulmans. Ils vont avoir moins accès à l'éducation ou à certaines choses parfois, voilà, parce que leur religion est identifiée. Il y a eu une loi qui a été votée sur la citoyenneté qui exclut les musulmans de certaines régions. Enfin, c'est une loi discriminatoire basée sur la religion. Euh, c'est surtout que le discours unique défend un nationalisme hindou. Et donc, les tribus. C'est-à-dire les tribus à l'âge de pierre, de l'Orissa, etc.
âge de pierre, Des avantages, pas forcément. mais pas les musulmans. C'est compliqué, il y a tellement, oui, mais en tout cas, on est avec un gouvernement nationaliste hindou qui croit et qui défend, voilà, l'avènement nationaliste hindou. On a eu, par exemple, le temple d'Ayodhya qui a été inauguré. Ça, c'était vraiment au programme politique du BJP depuis des années. C'est l'idée, voilà, d'un suprématisme hindou. Donc les religions, les minorités, il n'y a pas que les musulmans, les chrétiens. Oui, voilà. Merci. Peut-être encore une question avant Public. qu'on termine et qu'on passe éventuellement à des apartés, puis à des signatures, à la signature du livre de Vanessa. Est-ce qu'il y a Une encore question. une question? Alors, Oui. est-ce qu'en 25 ans de vie en Inde, vous avez noté une évolution positive ou négative au niveau du droit des femmes, de leur place dans la société et des violences faites aux femmes? C'est compliqué. Votre ressenti? Oui, bon, c'est une bonne question, mais c'est tellement difficile d'y répondre parce que, comment je vais dire une chose et l'autre. euh, Avec une évolution dans la société, dans l'éducation, beaucoup euh, d'enfants qui vont à l'école, etc. Il y a évidemment une évolution positive. Maintenant, dans les familles indiennes, il y a souvent la volonté que les filles aillent à l'école, soient éduquées. Tous les pères de famille en Inde vous diront ça, alors que c'était peut-être moins le cas autrefois. Donc ça, j'allais dire, c'est un petit peu le cours naturel des choses. Oui, mais après, il y a des rapports et des choses qu'on lit sur l'Inde qui sont aussi un peu inquiétants et qui montrent que la place de la femme, il y a moins de femmes au travail aujourd'hui indiennes qu'il y a quelques années, par exemple, des choses comme ça. Donc, sur certaines choses, elles ne gagnent pas forcément de place et pas forcément positive. En tout cas, pour ça, c'est les rapports des experts que je lis et qui alertent là-dessus. Mhm. Donc oui et non. Très bien. Merci beaucoup, Vanessa Douniac. C'était Bah, merci à vraiment vous. Merci à vous.